Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Immigration clandestine, foncier, le médiateur de la République et les anciens gouverneurs se penchent sur ces sujets d'actualité. Ces anciens commis de l'État estiment qu'il faut davantage parler aux jeunes qui prennent les pirogues à l'image de Mamadou. Ce pêcheur guet-d'Arien a pris le chemin du retour après avoir vécu les dures réalités de la migration irrégulière en Espagne. Et puis l'urbanisation autour du lac Rose préoccupe les habitants. Les bandes de Philaos sont menacées. Cette merveille de la nature, destination touristique très prisée, est devenue une zone de résidence très convoitée. Vente ou location de voitures, une activité rentable à Dakar. En cette période de vacances, les chiffres d'affaires grimpent. Le business est très lucratif malgré tous les risques, accidents, vols ou irresponsabilité des clients. Le Boucout reprend ses droits à Efok 37 ans après. Les jeunes de ce village du Kassa dans le département d'Oussouye retrouvent le bois sacré. Ils seront initiés à des valeurs qui feront d'eux des hommes dignes, courageux et respectueux des règles établies par la communauté. Bienvenue à tous. Le médiateur de la République et l'association des anciens gouverneurs se penchent sur des questions liées à l'immigration irrégulière et le foncier. Ils ont partagé également sur les grandes préoccupations de l'heure, le service public, mais également tous les événements sociaux. Amadou Diallo. L'association des anciens gouverneurs de région devant le médiateur de la République. Il s'agit d'une séance de travail avec les commis de l'administration. L'objectif est de mieux prendre en charge les préoccupations des citoyens. Les gouverneurs de région, les fonctionnaires du commandement territorial ont grandement participé à cette démocratie administrative qui nous vaut aujourd'hui, disons, la possibilité de faire participer le citoyen à la vie administrative, de bénéficier du service public de l'administration. Ce sont les fonctionnaires de l'administration territoriale qui ont conduit les grandes réformes portant sur la décentralisation, la communalisation et autres, qui ont rapproché grandement l'administration des administrés. L'immigration clandestine préoccupe au plus haut niveau le médiateur de la République, le foncier également. J'ai évoqué cette question de l'immigration clandestine, qui est une préoccupation. J'ai évoqué la question de la tension qui commence à exister au niveau de la gestion du foncier rural. Le foncier rural et le foncier en général constituent peut-être 70% de notre portefeuille de réclamation, pour dire vrai. Bon, si j'ai, disons, particularisé en parlant du foncier rural, c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur assez sensible. Nous tous, nous sommes concernés, nous sommes pères, nous sommes grands-pères, nous sommes membres de famille concernés par ces fléaux qui interpellent l'État, mais qui interpellent également les citoyens que nous sommes. Les anciens gouverneurs s'engagent à côté du médiateur de la République pour mieux rapprocher le service public des citoyens. Bien des problématiques en lien avec les fonctions de gouverneur entrent dans le champ de mission du médiateur. Nous avons une certaine expérience, 20 ans de gouverneur ou 30 ans de gouverneur. Si donc nous rencontrons le médiateur, je pense que les problèmes qui se posent peuvent être réglés. Parce que ce qu'il faut faire, c'est parler aux gens. Il faut que les gens se parlent. Et ce faisant, on règle les différents problèmes. Tant que le Sénégal sera le Sénégal, il y aura des problèmes. Mais les problèmes, il faut les affronter. Il faut discuter avec les jeunes. Pourquoi partent-ils? Il faut discuter et trouver des solutions. Le médiateur joue un rôle d'interface et de facilitation entre l'administration, le citoyen, l'entreprise et toute autre entité investie d'une mission de service public. Je vous invite à présent à partager l'histoire de ce jeune pêcheur guet-d'Arien. Après 8 ans en Espagne, Mamadou a décidé de prendre le chemin du retour. Ce jeune a pris la pirogue, bravé la Méditerranée pour constater de lui-même les réalités de l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, il a une activité rentable malgré la baisse des ressources halieutiques que certains évoquent comme prétexte pour prendre le grand bleu et aller à l'aventure, Abdouad. En face de l'océan,
Mamadou se rappelle ses années de pêcheur ici à Gendar, où il a vu le jour. Il se souvient aussi de ses 9 jours de voyage en mer pour rejoindre les îles Canaries, il y a 17 ans. Le 5 mai 2006. C'était le 5 mai 2006. À l'époque, le phénomène était de mode. Il avait pris une ampleur telle que tous les jeunes voulaient tenter l'aventure. On n'avait pas conscience du danger, on était juste enthousiastes. À l'époque, Mamadou et ses compagnons de voyage croyaient en une Europe décrite comme un Eldorado. Très vite, ils ont déchanté. Il y a un gros décalage entre le discours et la réalité du terrain. Là-bas, en Europe, ce n'est pas l'Eldorado comme on a l'habitude de le penser. Et je peux dire que c'est la première chose, moi, qui m'a vraiment marqué. Il y a eu d'abord la barrière linguistique. J'ai découvert une nouvelle culture. Je suis fils de pêcheur. Il y a certains métiers que je ne connaissais pas, comme aller au champ ou vendre à la sauvette. J'ai accepté toutes sortes de travail. Après avoir passé 8 ans en Espagne, le migrant a été régularisé. De retour au pays, il est propriétaire de ce camion frigorifique. À mon retour, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Acheter du poisson ici, à Saint-Louis, et aller les revendre à Dakar, par exemple, à Kaolack ou à Touba. Mais j'ai un projet de construction d'un magasin de stockage. Aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes pêcheurs continuent de quitter Guetnar pour tenter leur chance en Europe, souvent à l'insu de leurs parents. Il n'y a aucun notable du quartier qui approuve l'immigration irrégulière, mais les jeunes le font sans prévenir. Souvent, leurs mères sont complices, le père n'est jamais au courant. Ils lui cachent tout car ils savent qu'un bon père de famille ne l'accepterait. Dans ce centre de pêche, l'activité est au ralenti. L'hivernage, beaucoup de pirogues sont à quai. Le poisson devient rare. Une situation qui peut perdurer jusqu'au mois de novembre, début de la haute saison halieutique à Saint-Louis. Ici, les gens ont la culture du travail, mais ça devient de plus en plus difficile. Regardez, jadis c'était plein de monde. Maintenant, ce n'est plus le cas. Difficile de gagner sa vie dans ces conditions. Face à ces difficultés, beaucoup de jeunes font des économies pour espérer accomplir leur rêve d'Europe. Quand tu as une grande famille à nourrir et que les revenus derrière ne suivent pas, ça devient difficile pour ces jeunes. Quand un pêcheur entre de campagne avec 1 million de francs CFA, il doit pouvoir gérer ses dépenses, les rationaliser en attendant la prochaine campagne. Mais chez certains, ils économisent jusqu'à 500 000 francs. Et entre-temps, s'ils décident d'aller en Espagne avec ces économies, mais nul ne peut les retenir. C'est pourquoi ils ont arrêté le travail. En tant que responsable, on doit prendre en charge sa mère, son épouse et ses enfants. Personne ne le fera à votre place. Au fil des saisons, les pêcheurs constatent une baisse de rendement de leur activité. En 1968, il y avait moins de 100 pirogues à Saint-Louis. À présent, elles sont des milliers dans la région et elles convoitent les mêmes ressources halieutiques. Avant, la pêche était meilleure. On ne passait pas une journée en mer sans ramener du poisson. Maintenant, il te faut 3 à 5 jours. Parfois, les pirogues vont jusqu'à 40 km à l'intérieur du pays voisin pour pêcher. Et ça peut durer 24 à 48 heures, voire même 3 jours.
Rien que pour cette sortie, très souvent, le pêcheur peut facilement dépenser plus d'1 million de francs CFA, alors qu'autrefois, c'était beaucoup moins. Pour les Guet-Ndariens, seule une pêche rentable et en bonne santé peut inverser la dynamique de l'immigration irrégulière qui ne cesse de faire des victimes. Le lac Rose, une exception écologique sur les flancs de l'océan Atlantique. La bande de Filao et les dunes subissent une pression foncière sans précédent. Une urbanisation illégale et non contrôlée qui risque d'anéantir tout un écosystème. Le reportage d'Amadou Diallo. Le lac Rose, une merveille menacée. Le site touristique le plus visité au Sénégal après l'île de Gorée est attaqué de toutes parts par une urbanisation sauvage. Nous sommes ici entre le lac et l'océan Atlantique, une zone très importante pour l'écosystème. Mais malgré ça, elle est très menacée aussi. En venant, vous avez vu des constructions, des gens qui font des murs, des briques, et tout ça pour essayer de faire des morcellements dans une zone aussi fragile. Parce qu'on est à quelques mètres de la mer, on peut avoir l'érosion côtière, l'avancement de la mer, et la mer peut déborder. C'est parce que ce n'est pas pour rien qu'on a mis une bande de filao de l'axe Dakar jusqu'à Saint-Louis. Je crois que c'est bien pour protéger la Grande Côte. Le bornage illégal se fait même jusqu'à l'intérieur des filaos. Une catastrophe vu le rôle de l'arbre. En effet, le filao vaut de l'or. Ce sont des arbres qui protègent les habitants de la montée des eaux. Son feuillage joue un rôle de brise-vent. Le filao ralentit surtout l'avancée de la mer et du sable. Avec ses 700 km de littoral, le Sénégal a planté une muraille d'arbres sur 80 km de côte entre Dakar et Saint-Louis. C'est parce que ce n'est pas pour rien qu'on a mis une bande de filao de l'axe Dakar jusqu'à Saint-Louis. Je crois que c'est bien pour protéger la Grande Côte. Mais malheureusement, cette bande de filao-là, elle est très menacée. Les gens font des coupures tous les jours, en train de terrasser les dunes de sable tous les jours. Et tout cela sous le regard des autorités qui sont pas du tout vraiment, on peut dire, inactifs par rapport à cette fléau. De laisser faire la population comme si la population était beaucoup plus autoritaire que eux. Et ce que je trouve que ce n'est pas du tout normal. Parce que là, derrière moi, vous avez vu, il y a une lagune. Cette lagune-là joue un rôle très important pour l'augmentation des eaux vers le lac. Mais il n'y a même pas une semaine, il y avait un promoteur qui était venu pour le remblayer, pour faire des constructions. La situation est donc plus qu'alarmante. Le lac Rose est une exception à protéger. Une zone touristique qu'on appelle le lac Rose, qui fait partie des zones les plus visitées à Paris de Gorée au Sénégal, qui fait partie des endroits vraiment exceptionnels dans le monde sur le paysage. Même quand vous demandez les tours opérateurs qui vendent la destination au Sénégal, le lac Rose fait partie de leurs produits particuliers. Parce que la particularité du lac Rose, vous ne l'avez pas partout dans le monde. Nous lançons une autorité, surtout le président de la République, d'ailleurs qui a fait pas mal de choses sur le lac Rose, en parlant du pôle urbain du lac Rose, parce que tout ça, je pense que c'est pour mieux aménager, mieux vendre la destination du Sénégal, mais à travers ces ministres aussi, qui sont chargés à veiller, en tout cas sur ces directives, de descendre sur le terrain, de voir en tout cas ce qui se passe au niveau de la Rose pour pouvoir prendre des mesures correctes pour que les gens puissent arrêter cette fléau. Mais surtout le ministère du Tourisme, qui est vraiment fait partie de nous parce que c'est notre ministère. Donc le lac Rose, c'est son produit. Malheureusement, il n'est jamais venu au lac Rose. Et ça aussi, je trouve que c'est dommage qu'avoir ce produit-là et vous ne mettez pas les pieds là-bas pour mieux voir la situation que les acteurs vivent actuellement. Plus de 1000 jeunes travaillent ici au lac Rose. Cette urbanisation incontrôlée risque d'emporter sur son passage ce bijou de la destination Sénégal, si aucune mesure n'est prise pour y mettre un terme. La vente ou la location de véhicules, c'est un business qui marche à plein régime en cette période de vacances, avec des risques certes, mais également beaucoup de rentabilité. Il faut dire que sur la VDN, ils sont nombreux à justement exercer ce métier de loueur de voitures. Le reportage de Mamoudou Sakine. Boulevard Aliou Ardosso sur la VDN. Sur les trottoirs, des parkings de véhicules de tout type ornent le décor. Ils sont destinés à la vente et à la location, une activité très lucrative en cette période de grandes vacances. Vraiment, si je dis machallah,
Les choses marchent très bien, en toute sincérité. La location de voitures rapporte vraiment bien, parce que les gens préfèrent louer avec 500, 600 000 francs par mois au lieu d'acheter un véhicule. Les prix varient selon la qualité de la voiture aussi. Par exemple, pour les véhicules de luxe, il y en a pour 200 000 ou 100 000 francs la journée. Il y a également d'autres voitures dont la location journalière nous rapporte entre 50 000, 40 000 et 30 000 francs. Un business très florissant avec son lot de risques. Risque yi mooy mën nga louer oto nit bon mu dem def ci benn accident. Les risques sont énormes. Tu peux louer à quelqu'un et il fait un accident. Après, ce sont des va-et-vient chez l'huissier, à la police ou à la gendarmerie. Cela prend énormément de temps et ça retarde ton business. Parfois aussi, la personne peut louer ta voiture et aller commettre un cambriolage avec. Une procédure qui peut parfois durer jusqu'à 9 mois. Procédure boobu tribunal ba bañ lay jox sa oto presque mën na jël ay 6 mois 7 mois 8 mois ba 9 mois par exemple bul xam. Grâce à la nouvelle technologie, des propriétaires de parking ont trouvé les moyens de contrôler à distance leur véhicule où ils se trouvent. Chez nous, nous avons installé le système GPS pour plus de sécurité. À partir de là, j'ai un œil même sur toutes mes voitures. J'ai même la possibilité d'arrêter le moteur du véhicule à distance. Au-delà de ces risques, ces investisseurs dans la vente ou location de véhicules font face à d'autres difficultés. Il faut dire que les frais de douane pour les importations coûtent excessivement cher. Et bien entendu, cela se répercute impérativement sur les prix de vente et de location. Nous souffrons également de la suspension des plaques garage. C'est une décision du ministère que nous ne comprenons pas. Pour mieux développer leur activité, ces investisseurs en appellent à l'accompagnement de l'État. Victimes de casse lors de manifestations, ils prient aussi pour la paix et la stabilité du pays. Le premier jour de Safar célébré à Diourbel, la famille de Serigne Mbaye Sarr, on dit Moukhadam de Serigne Touba, collecte du bois de chauffe pour le remettre aux guides religieux. En même temps, une caravane populaire sillonne les rues pour accompagner de manière festive le début de ce mois qui annonce le grand Magal de Touba. Le reportage de Youssouf Kaba. Un grand rassemblement devant Kër Serigne Bi, une tradition devant conduire cette foule immense à travers la caravane dans les rues de Diourbel. L'essentiel des lieux symboliques ont été visités, un événement qui marque le début de Safar ici à Ndiarème. Nous commençons devant Kër gu Mag, ensuite on passe chez Serigne Cheikh Ibra Fall, puis devant chez Mame Laye Gaïndé et dans le quartier de Serigne Mbaye Sarr, mais également tout autre quartier prévu pour la circonstance. L'essentiel, c'est honorer l'appel de Serigne Touba. La caravane est composée de populations de Diourbel à travers des daïras, mais également des personnes venues d'ailleurs célébrer cet important événement. C'est la fête des jeunes, des femmes et de toutes les couches de la société. Il s'agit de célébrer Cheikh Ahmadou Bamba en salmodiant des prières et des louanges au Seigneur Tout-Puissant tel que recommandé par le Cheikh lui-même. Nous remercions Serigne Touba qui nous donne cette opportunité de célébrer avec lui Safar. La marche est portée par le Daïra Safinatul Aman de Ndiarème qui accomplit ainsi avec les populations la volonté de Serigne Touba. Autre événement marquant le début du Safar, cette tradition maintenue depuis plusieurs décennies de la famille de Serigne Mbaye Sarr. Un des fidèles compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba, chaque début de Safar, du bois de chauffe est apporté ici, une contribution importante à la tenue du Magal ici à Ndiarème. Cela constitue un événement important mobilisant d'importants moyens humains en procession à travers les artères de la ville, conduisant au domicile du fondateur du mouridisme.
L'événement se termine à travers des récitals de poèmes ou khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba, ici dans l'espace public appelé Pench de Serigne Mbaye Sarr. Un moment de communion également entre le khalife de la famille et les talibés mourides. Nous rendons à Efok dans le département d'Oussouye, 37 ans après le Boukout reprend ses droits dans ce village du Kassa. Des centaines de jeunes entrent dans le bois sacré. Ils seront initiés à des valeurs qui feront d'eux des hommes valeureux, dignes, honnêtes et respectueux des règles établies par la communauté. Le reportage d'Abdoulaye Senkare. L'attente a duré 37 ans. 37 ans que le village d'Efok prépare le Boukout. Le Boukout ne se fait pas 10 ans, dans 10 ans, 10 ans. Il faut 30 ans ou 35 ans. Il faut 30 ans, 35 ans. Pourquoi? Il faut laisser les jeunes grandir, avoir quelque chose dans la tête. Tout ce qu'on t'enseigne à l'intérieur de la forêt sacrée, que tu pourrais capter ça et mettre ça dans ton esprit. Torse nu ou râpé de simples feuilles de palmier, des centaines de jeunes et moins jeunes entrent fièrement dans le bois. Un passage obligé pour pouvoir manger à la table des hommes. Tout jeune qui n'a pas fait le Boukout, tout jeune Diola, je veux dire, qui n'a pas fait le Boukout, tu n'es pas encore homme. Il te reste beaucoup à te faire. Même si tu as des milliards, mais si tu ne rentres pas dans la forêt sacrée, tu es encore jeune. On te considère comme une femme. Donc le Boukout, c'est sacré pour nous. Aux côtés des hommes et des femmes, les tam-tams sacrés, témoins de l'histoire, sont aussi de sortie, comme pour veiller à la transmission d'un lait. C'est leur tour. Cette année, c'est eux. Je les encourage. Je les encourage de faire ça. Ils vont rester là-bas 20 jours, 15 jours, 20 jours, ou plus même. Et quand ils sortent. Là, ils rentrent comme un mouton. Ils vont sortir comme un lion. L'entrée dans le bois sacré est l'occasion de grandes démonstrations de bravoure. Les enfants de la localité viennent de partout pour répondre à l'appel irrésistible du Boukout. C'est toujours un plaisir pour nous, en tant que fils du terroir, en tant qu'initié, de venir communier pendant ces moments. Évidemment, c'est des moments donc de transmission, c'est des moments de perpétuation donc des valeurs culturelles. Donc notre message ne peut aller que dans le sens donc de soutenir, d'accompagner l'initiative consistant donc à accompagner ces jeunes-là, à les initier aux valeurs et aux traditions Diola, comme d'ailleurs on le constate dans beaucoup d'autres cultures. Efok sera jusqu'à la sortie des initiés le point d'attraction de toute la zone. Le village se situe dans la commune de Santhiaba-Mandiack, dans le département d'Oussouye, à quelques encablures de la Guinée-Bissau. Une délégation de la CEDEAO s'est rendue à Niamey ce samedi. Il s'agit d'une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires qui ont pris le pouvoir. La délégation qui a atterri à la mi-journée dans la capitale du Niger est conduite par l'ancien président nigérian Abdoul Salami Aboubakar. Amadou Diallo. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey ce samedi à la mi-journée. Elle a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre nommé par la junte Mohamed Lamine Zeine. Les représentants de l'organisation ouest-africaine ont pu rencontrer le président Mohamed Bazoum. La délégation avait commencé par une réunion avec la junte dirigée par le général Tiani. La CEDEAO y a demandé un retour à l'ordre constitutionnel. À côté de l'option militaire, la diplomatie s'active toujours pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Hier, vendredi, c'est une mission onusienne qui est arrivée à Niamey. Elle a été reçue à la primature par le Premier ministre nigérien, entouré des ministres de la Défense et de l'Intérieur. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé les généraux à libérer le président Bazoum et à rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel. Littérature avec la publication du roman de Pape Momar Sow, Le roi et ses prétendants, un ouvrage de 224 pages. L'auteur peint dans un style original la société sénégalaise
avec des valeurs d'éthique, de démocratie et de développement personnel. Cérémonie de dédicace qui a réuni amis, familles et collaborateurs. Fatou Diouf. Le roi et ses prétendants nous content l'histoire de Siré, un roi qui, pour marier sa fille, organise une compétition afin de choisir le mari idéal pour Anta, la future héritière du trône. Les 16 prétendants en lice doivent convaincre la population et les conseillers du roi. Un roi qui avait une fille très jolie, très bien éduquée et qui voulait que sa fille soit mariée au meilleur des hommes. Maintenant, le problème, c'est comment pouvons-nous reconnaître les meilleurs d'entre nous? Parce que nous sommes toujours confrontés à cela quand on veut se marier, quand on veut choisir un leader dans son quartier ou au niveau national, quand nous voulons faire des choix de qui doit présider la mosquée, qui doit... Donc c'est tout un ensemble de choix que nous devons faire. Ici, c'est une compétition entre des gens égaux qui respectent un certain nombre de valeurs et qui compétissent dans leur attachement à des valeurs. C'est ça le naoulisme tel que nous, on le conceptualise avec Abdou Fall. Un roman de 224 pages que l'auteur qualifie de conte sociopolitique. L'idée est née pendant la période de la pandémie à Covid-19. Il décide alors d'écrire pour partager son expérience. On était tous à la maison. Bon, j'en avais profité pour m'occuper. Et l'occupation la plus simple que j'avais trouvée, c'est d'écrire. S'il y a un fil qui conduit, comme dans la plupart des récits de cette nature, il y a quand même possibilité d'avoir une quinzaine de textes autonomes qui pourraient être autonomes et qui sont quand même liés. Ce que je retiens là-dedans, c'est que c'est une présentation globale d'une société avec toutes ses composantes à travers un prétexte qui est que le roi voulait que sa fille épouse le meilleur homme de la communauté. Cet ouvrage mérite d'être connu du grand public, surtout par la communauté estudiantine. Les premiers lecteurs suggèrent même une adaptation scénique du roman. Très cher Pape Bomarso, ton livre est une sorte de bréviaire de la qualité, de la vertu et de la compétition saine. Je souhaite à ce livre une très bonne trajectoire. Et surtout que les jeunes le lisent. Je pense qu'il faut penser le diffuser largement dans les collèges, les lycées, les écoles en général. Mais il faut aussi penser l'adapter. Parce que nous sommes malheureusement dans un monde de l'image. Nous sommes dans un monde de l'image. Et si nous voulons une bonne transmission, nous devons penser à sa transmission. Le roi et ses prétendants est un condensé de sagesse ou encore un traité de développement personnel. À partir de maintenant, il fait partie de la collection de livres de chevet de ces nombreux férus de la lecture venus se faire dédicacer un de plus. Sport basket, tournoi pré-olympique, le Sénégal qui s'impose largement face à la Guinée 100-60. Les Lions se qualifient en finale du tournoi et vont affronter le Cameroun. Sénégal-Guinée au match où les Lions ont surclassé le Sili national. Le résumé de Fatmata Sabani. Ousmane à 3 points. Oh là, là c'est fait. 40 points d'écart. Là, non seulement 40 points d'écart, mais on est à 100 points. Le Sénégal s'impose largement face à la Guinée, 100-60. Les Lions ont assuré le spectacle avec une équipe homogène et solidaire. Les coéquipiers de Branco Badjo, meilleur scoreur avec 20 points, passent ainsi en finale de ce tournoi pré-olympique. Au premier carton, les Lions mènent dans les premières minutes avec des tirs primés réussis à 50%. Les Sénégalais dominent, mais se font rattraper au score à la fin du premier carton, 20-à pour les deux formations. Une fin de deuxième carton impressionnante avec une énorme interception de Ousmane Diaye, une maîtrise de l'expérimenté Lamine Samb. Mo Faye réussit un shoot primé au buzzer. Les Lions partent au vestiaire avec une avance de 13 points.
J'ai entendu un sifflet. Alors, est-ce que c'est une faute ou est-ce que c'est fin temps? Au troisième carton, les Lions se détachent avec un festival de tir à 3 points, 100% de réussite, 74-45 pour les hommes de Momodou Pabigay. Troisième sortie, troisième victoire des Lions, synonyme d'une qualification en finale. Les Sénégalais vont affronter le Cameroun pour une finale. Les Lions indomptables face aux Lions du Sénégal. Un autre duel épique. Coupe du monde de football féminin, la Suède décroche la 3e place face au pays organisateur, l'Australie, sur le score de 2-0. 3e place qu'elle décroche pour la 5e fois. La finale opposera l'Angleterre à l'Espagne demain à 10h sur les antennes de la RTS. Et puis, football, tour préliminaire de la Ligue africaine des champions Génération Foot, rencontre demeure à 16h. Le Afia de Conakry, dans la capitale guinéenne, en Coupe CAF. Le Casa Sport reçoit l'étoile filante de Ouagadougou. Ce sera dimanche à Thiès, coup d'envoi à 17h. Et puis, pour terminer, nous parlons de cet incendie d'une rare violence qui a ravagé le marché central de Tambacounda. Les dégâts sont énormes. Le feu a presque tout emporté. Les commerçants sollicitent le soutien de l'État. Tidiane Cissé. Il était 4 heures du matin quand un incendie s'est déclaré au marché central de Tambacounda, juste à côté de la poste. Les premiers témoins alertent aussitôt les sapeurs-pompiers qui ne vont pas tarder à se déployer sur les lieux pour maîtriser le feu. 4 heures moins le quart. C'est à 4 heures moins le quart qu'on a vu la fumée et les flammes. On a appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus avec des camions-citernes. Les victimes sont surtout les grossistes. Ils ont tout perdu. Quand on a été au courant, les sapeurs-pompiers sont intervenus très rapidement suite à la saisine des délégués du marché. Suite à cela également, la police, naturellement, qui est pas trop loin du marché, s'est déployée pour sécuriser le périmètre. Mais également, les eaux et forêts ont été mis en appui. Jusqu'à 9 h du matin, les éléments de la 61e compagnie d'incendie et de secours sont restés sur les lieux pour éteindre complètement l'incendie. Difficile pour leur d'évaluer le sinistre, mais une chose est sûre, l'incendie a fait beaucoup de dégâts. Il y a eu des dégâts. Il y aura même des dégâts collatéraux. Donc le seul mot que je lance, c'est de dire aux sinistrés que nous sommes là à leur côté. Nous lançons un appel au chef de l'État qu'il sache qu'ici, au niveau du marché central, cet incendie a apporté beaucoup de dégâts et que nous voulons son appui, son aide. Le constat qui est fait sur place, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts matériels. On n'a pas encore fait les constats techniques avec les éléments de la police pour fixer exactement l'origine exacte de cet incendie. Mais pour l'instant, ce que l'on peut considérer, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts matériels. Même si on ne connaît pas pour l'instant l'origine de cet incendie, à Tambacounda, les autorités déplorent souvent les branchements clandestins dans les marchés qui causent des courts-circuits électriques. L'incendie qui a presque ravagé tout le marché central de Tambacounda et qui s'est déclaré dans la soirée d'hier. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h pour un autre journal. Du prix Qatar, Arc de Triomphe avec la Lonase jusqu'au 31 août 2023. Misez au minimum 5 000 francs.